La première fois que je suis venu ici, j'ai vu tous ces pick-up de police, Marina, le Ejército, tous ces trucs comme ça. Je voyais ces militaires, je disais, oh, ça craint ici, tu vois, c'est le réel truc, c'est que tu te dis ça craint, ça fait peur. Ouais. Tu penses cartel, narcos, tout ça. Ouais. Et au final, les jours qui sont passés, tu te dis mais non, en fait, c'est bien, c'est au contraire. Il y a la sécurité. Voilà, au contraire, c'est safe. Exactement, tu te dis non, bah c'est sûr. Donc c'est vrai que des fois c'est trop, mais quand je rencontrais les étrangers, des Français là encore récemment, je leur dis non mais c'est bien, c'est au contraire. Dites-vous qu'ils sont là pour vous, pour la sécurité de tout le monde. Ouais. Donc là, on avait un loyer ici à 20 000 pesos environ, donc ce qui fait à peu près dans les 1100 euros. Ouais. Pour ça, on a une maison avec donc salon, salle à manger, cuisine. On a 4 chambres, 3 salles de bain. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Plus un toilette d'invité. Ouais, plus un toilette d'invité. On est à 5 minutes de la mer. Après, vous pouvez loger un peu plus éloigné dans Playa del Carmen pour 500, 600 euros. On peut trouver des maisons avec moins de chambres. Mais moi, c'est vrai que des maisons avec 4 chambres, c'est quand même assez rare ici. Les Mexicains ont plus 2, 3 chambres pour des maisons. Playa Car, par exemple, où vous pouvez avoir des maisons, automatiquement, le budget est doublé. En termes de location, on est plus à 2000 euros par mois environ de location. Donc, mais après, il y a aussi l'image négative qu'on peut avoir de la police. Parce que même si on se sent safe dans ce sens-là, des fois on peut être victime de contrôle routier, un peu sans raison, sans motif apparent. Il y a des barrages, ceux qui sont venus ici le savent, à l'entrée de Playa, à la sortie de Playa, il y a des barrages. Vous pouvez pas les éviter, il n'y a qu'une seule route, vous pouvez que passer par là. Vraiment, si vous venez en vacances ici, c'est une destination que je conseille parce que on se sent vraiment en sécurité. N'écoutez pas tout ce qu'on peut dire. La zone ici, la Riviera Maya, est vraiment très sûre. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir Salim. Ça fait un peu moins d'1 an qu'il est installé à Playa del Carmen. On va aller l'interviewer, on va lui poser quelques questions justement sur son expérience sur l'expatriation au Mexique. Et puis let's go, c'est parti. Hola Salim, comment ça va? Hola Seb, ça va, merci. Tranquille. Et toi? Ouais, nickel, ça va. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour nos chers internautes? Ouais, Salim, entre 30 et 40 ans. Je dis jamais mon âge. Ouais. Génération, né dans les années 80. Originaire de banlieue parisienne, Val d'Oise. J'ai migré pendant 8 ans dans le sud-ouest, du côté de Biarritz, au Pays Basque, à Anglet plus exactement. Et ici depuis maintenant 9 mois, installé sur la Riviera Maya depuis 9 mois. 9 mois? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené au Mexique? Pourquoi avoir choisi cette destination? Pourquoi Playa del Carmen? Alors j'ai des potes d'enfance, moi, qui vivent ici depuis qu'ils ont respectivement 18 et 19 ans. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont installés ici. Et en fait, ce qui s'est passé, je suis venu leur rendre visite une première fois en vacances mais juste avant le Covid, donc en février 2020. Je quitte le Mexique après 3 semaines de vacances incroyables ici, à les retrouver après plusieurs années sans les avoir vus. Je quitte le 11 mars. Donc il faut savoir que je suis à l'aéroport, on est confiné quelques jours après en France. Et là, le confinement, comme beaucoup de Français, quoi, à l'époque. Mais c'est ça qui m'a amené la première fois en vacances. Un goût un peu d'inachevé. Et donc j'ai décidé, une fois qu'on a pu revoyager du coup c'était en 2022, de revenir en famille, en fait, en 2022. Donc 2022, mars 2022, pareil, sur février-mars 2022, je suis revenu en famille avec madame et les enfants. J'ai 3 enfants qui ont 9, 12 et 15 ans. Et voilà, on a voyagé un peu différemment. On a passé moins de temps à Playa del Carmen, on a passé plus de temps dans d'autres villes, Mérida, Valladolid, Bacalar notamment, qu'on affectionne tout particulièrement. Et après ce second séjour, on a eu beaucoup de doutes pendant le Covid et tout, et on s'est dit, écoute, pourquoi pas venir s'installer. Donc moi, je suis revenu tout seul peut-être 1 mois et demi après. Je suis revenu 2 semaines. Et finalement, j'ai préparé tout ça. Et 1 an après, on est venu s'installer ici en mai 2023. Et ça va, l'adaptation avec la famille, ça n'a pas été un grand chamboulement au niveau de la culture, au niveau de...
par rapport aux enfants, etc. Ouais, alors pour moi, non, pas du tout. Ouais. Moi, je m'adapte assez facilement. En France, ailleurs, dans les voyages que j'ai pu faire et tout. J'avais déjà fait l'Asie. Je connaissais pas le continent sud-américain, l'Amérique latine. Quand j'y suis venu la première fois en vacances en 2020, j'avais bien kiffé. Donc je savais que le fait qu'il fasse peut-être toute l'année il fait beau, les gens sourient, les gens sont cool, les prix sont plus bas qu'en France sur pas mal de choses. Donc je savais que je m'adapterais assez facilement à ce niveau-là. Là le point négatif, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'était ça, c'est l'adaptation des enfants, parce que ça fait donc bientôt 9 mois que je suis là, et les enfants, malgré qu'on ait tenté de les scolariser ici, donc je les ai scolarisés en école privée ici, et ça s'est mal passé pour les trois. Ouais, les trois, vraiment le choc des cultures. Ici, ils ont rencontré pourtant des Québécois, des Américains dans leur école, mais je pense que mes enfants étaient peut-être un peu plus âgés qu'eux. Que les enfants qu'ils ont pu rencontrer à l'école. Et je pense que c'est peut-être ça qui a empêché vraiment l'adaptation de mes enfants. L'espagnol, la barrière de la langue, non, pas vraiment. Mais ça a vraiment été les habitudes, les fêtes, la culture. Ils ont passé une petite adaptation au mois d'août avec une espèce de système de garderie un peu à l'école. Et donc ils connaissaient déjà l'école, certains responsables et tout. Et quand ils ont fait la rentrée, donc fin août, c'est très bien passé les premiers jours. Et après, en fait, je pense que ça a été le manque des copains, de classe, de tout ça. En France, ils les avaient quittés quelques mois en arrière. On leur avait fait arrêter l'école en avril, parce que c'était les vacances scolaires. Et donc derrière, ils ont passé beaucoup de temps avec ma famille en banlieue parisienne, alors qu'on les voyait pas souvent. Ça les a beaucoup rapprochés. Et donc en septembre, bref, ça a été vraiment le choc. Le choc, on a décidé, madame et moi, de les retirer de l'école et de les mettre en cours à distance, donc avec le CNED, cours à distance, et ça se passe super bien, mais cours à distance veut dire pas trop de vie sociale, parce que pas d'école. Pour les 2 premières, il n'y avait pas d'activité sportive. Pour le dernier, il s'est super bien intégré à une équipe de foot ici, locale. Donc là, ça se passait bien, malgré toujours la barrière de la langue, le fait de pas toujours être bien compris, de pas pouvoir échanger facilement. Il y avait d'autres enfants dans la même situation, mais mon entraîneur parlait anglais, donc ça aidait un peu. Mon fils, pas vraiment. Et au final, ça a été le seul qui a pu un petit peu s'adapter. Les 2 grandes, malheureusement, non. Ouais, ça l'a pas fait. Ok, donc adaptation difficile plus pour les enfants. Ouais, donc après, ça déteint sur toi. Du coup, après, ça déteint sur toi en tant que parent. Tu as une responsabilité vis-à-vis de tes enfants. Les voir comme ça, déjà les voir comme ça les premières semaines, ça a été compliqué. On les a donc déscolarisés, on leur a mis l'école à distance. Et ensuite, on a accueilli mon beau-père, donc le grand-père des enfants, qui est arrivé début novembre et qui lui, au bout de quelques semaines, a constaté qu'en fait les enfants n'étaient plus pareils, quoi. Les enfants n'étaient plus pareils. Dans le bon sens, dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. Ah, dans le mauvais sens. Ils les trouvaient pas aussi joyeux qu'avant, que ce soit en banlieue parisienne ou dans le sud-ouest. C'est surtout dû par rapport à l'entourage, de pas être loin de ses amis, etc. Ouais. Être loin de la famille, loin des amis, pour eux, ça a été difficile. Je pense que venir avec des enfants plus jeunes, entre tout bébé à 6-7 ans, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'on avait des pré-ados, des ados. Nous, on avait, on va dire, le Covid un peu en travers de la gorge. On voulait goûter autre chose. Quand on leur parlait Mexique, pour eux, les enfants, c'était les vacances. Donc tout de suite, ça s'est emballé et tout. Après, il y a eu le contre-coup. Quand on a vendu la maison et que là, on savait que c'était officiel, on allait partir. On a vendu notre maison dans le sud-ouest. Là, c'était mais non, on va quitter les copains-copines. On passe un max de temps avec eux. Et ça rentre et ça pleure et ça, des conversations téléphoniques, des larmes. Et maintenant, on a tenté l'expérience. Et voilà. Nickel. Comment sont les Mexicains ici? Comment tu les trouves? Moi, je vois il y a un peu, on va dire, 2 catégories. Ça veut dire que j'ai vu ceux qui doivent te traiter quand tu es touriste, dans certains restaurants, dans certains endroits, des agences d'excursion, des parcs, des cénotes, où tu es traité un peu comme un touriste. Où là, en fait, je dis pas que tu as un portefeuille sur pattes, tu vois, mais dans certains cas, oui, malheureusement, c'est normal après. C'est leur gagne-pain. Le tourisme ici représente plusieurs milliards chaque année.
C'est plusieurs dizaines de millions de personnes qui visitent depuis plusieurs années déjà la Riviera Maya. Dizaines de millions de personnes chaque année, des millions de personnes qui atterrissent à Cancun, là le nouvel aéroport. Donc bref, tout ça pour dire. Comme un portefeuille, c'est quoi? C'est te prendre plus cher que la. C'est pas spécialement me prendre plus cher, mais tout de suite vouloir me parler en anglais, alors que je parle anglais, oui, mais je parle aussi espagnol. Et ça, tout de suite, c'est, je suis étranger, donc on le sait, on me cible. Alors je leur dis, ouais, non, je leur dis en espagnol, je suis français. Ah, ok, mais après ils arrivent, ils veulent encore te parler en anglais. Et le principe du tips, tu vois, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais quand tu traverses la carretera, que tu vas du côté de Eridal, dans des petits restaurants, dans des trucs lambda, on va pas te demander un tips. Ouais. Ici, bon, dans certains cas, nous, dans la culture française, on le sait, le tips n'est pas commun. Ouais. On n'est pas habitué à donner des pourboires. Souvent, c'est inclus dans les factures, non? Il n'y a pas à la fin du. Bah, c'est. Normalement, il y a souvent une genre de TVA. Tu parles en France? En France, ouais. Non, en France, en fait, généralement, le serveur est selon les endroits, hein, toujours. Hein, si t'es à Paris, dans des grands restaurants, des petits restos et tout, souvent le tips, le pourboire est inclus en fait enfin pas est inclus, mais le salaire est bon. Ouais, voilà. D'accord. Le salaire est bon, mais il y a quand même ce principe de pourboire qu'on va séparer entre les différents serveurs. Mais il n'y a pas de chiffre à proprement dit. On va pas te dire ouais c'est bien de donner 2%, 5%, 10%. C'est bien de donner quelque chose. T'as eu un service. Ici voilà il y a ce minimum de 10% à mettre. Avec un 15% c'est bien, 20% c'est très bien. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup ici quoi. Je me rappelle ici une fois j'ai donné 10%. Ouais. Il n'était pas content serveur. Ah non ça c'est pas. Un truc de fou. Il était pas content. Il m'a dit non mais c'est 15%. Et en mode vraiment pas content. Déjà, toi, tu donnes, t'as donné le minimum. Ben ouais. C'est quand même pas mal, tu vois. T'aurais pu rien donner parce que c'est exactement. Pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Et je te jure, ils nous ont pas laissé sortir du restaurant tant qu'on n'a pas rajouté les 15%. Ouais, non. C'était presque, ils ont pris un otage dans le restaurant. Non, c'est abusé. Ça m'avait choqué, hein. Ça m'a fait ça. C'est abusé. Deux fois. Ouais. Bah moi, en fait, je voyage donc avec madame, ou maintenant même installé ici avec madame. Donc on a des revenus à deux. On vient avec 3 enfants. C'est trois pré-ados, donc ça mange bien. Si tu dois donner 15% à chaque fois, et c'est nous qui payons pour les enfants et tout également, ouais, ça va chiffrer quoi. Ça va vraiment, ouais, ça va vraiment chiffrer. Ouais, grave. Bah là, on va dire pour 5, on va manger, je sais pas, je te dis, environ 1500 pesos. Ouais. Donc ça veut dire que si je donne 20%, je donne 300 pesos de tips. Donc équivalent grosso modo 15 euros. 15 euros pour un resto, une fois par semaine, 2 fois par mois, 30 euros par mois, voire 60. Ça chiffre tout de suite, ça fait super cher. Donc pour une famille avec 3 enfants, ouais non, c'est compliqué. Donc si t'es seul, 10% c'est raisonnable. Si t'es seul, c'est 3 euros. Si t'es seul, ça va, ouais. 3 à 4 euros. Exactement, si t'es seul, ça va. Franchement. Et en famille, ça commence ouais, vraiment. Et donc après, il y a quand on a emménagé ici de façon temporaire, même si de base ça devait être permanent. On est amené à côtoyer, à avoir des voisins mexicains, des vrais locaux. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas des gens qui vont nécessairement aller vers toi, mais si tu vas vers eux, c'est le sourire, c'est des questions, ils te posent plein de questions, d'où tu viens. Très chaleureux. Ouais, très chaleureux, très curieux. Ils sont surpris que tu parles espagnol. Ouais, c'est marrant. Moi, je leur ai expliqué que j'ai vécu à Biarritz, donc à une trentaine de minutes de l'Espagne, et que ça m'a un peu aidé et tout. Et donc là, ils sont très curieux de tout ça. Et ouais, le cœur sur la main, à vouloir t'aider si tu as un problème. Donc moi, généralement, tu rends l'appareil, tu agis comme on agit avec toi. Donc quand je voyais dans mon quartier du côté de Colosio, là on est en plein dedans, généralement une voiture en panne, tu descends du scooter, tu vas pousser avec, tu vois. Ouais. Et les gens ils sont choqués, ils disent c'est un touriste qui vient nous aider. Ouais. Alors qu'en fait je suis plus un touriste, je veux m'installer ici, je suis un expatrié. Donc mais non, très satisfait moi du Mexicain en règle générale. Ouais. Ici c'est top. Est-ce que tu trouves que c'est un pays safe? Est-ce que tu trouves que tu es en sécurité ici? Ouais. Pour sortir, ouais, vraiment. Je vois, je prends notamment le cas de la jante féminine, généralement. Quand je sors sur la Quinta Avenida, hein, qui est la rue qu'on connaît, touristique, principale, qui est parallèle à la mer, ici à Playa del Carmen. On est sur la Quinta, mais on est sur la partie pas exploitée, mais la partie exploitée avec beaucoup de restaurants et tout dans le centre. Le soir, même passé 22 heures, je marche, je mange une glace, je me sens vraiment en sécurité avec les enfants, avec madame.
on croise des femmes, donc quand je parle de genre féminine, on croise des femmes qui sortent en soirée, légèrement vêtues, ou en tenue de soirée et tout. J'ai jamais entendu de cris ou quoi que ce soit, ou d'agression. J'ai déjà fait des soirées aussi quand je suis venu seul ici avec des amis. La fois où je suis revenu tout seul les 15 jours en 2022. Et je suis sorti tard. Je suis rentré 2-3 heures du matin sur la Quinta. Pas de gens chelous. Rien à signaler. Non, rien à signaler. C'est très rare. La première fois que je suis venu ici, j'ai vu tous ces pick-up de police, Marina, le Ejército, tous ces trucs comme ça. Je voyais ces militaires. Je disais, oh, ça craint ici. Tu vois, c'est le réel truc. C'est que tu te dis, ça craint, ça fait peur. Tu penses cartel, narcos, tout ça. Ouais. Et au final, les jours qui sont passés, tu te dis, mais non, en fait, c'est bien, c'est au contraire. Il va y avoir la sécurité. Voilà, au contraire, c'est safe. Exactement, tu te dis, non, bah c'est sûr. Donc c'est vrai que des fois c'est trop, mais quand je rencontrais les étrangers, des Français là encore récemment, je leur dis non mais c'est bien, c'est au contraire. Dites-vous qu'ils sont là pour vous, pour la sécurité de tout le monde. Ouais. Donc, mais après, il y a aussi l'image négative qu'on peut avoir de la police, parce que même si on se sent safe dans ce sens-là, des fois on peut être victime de contrôle routier, un peu sans raison, sans motif apparent. Il y a des barrages, ceux qui sont venus ici le savent, à l'entrée de Playa, à la sortie de Playa, il y a des barrages, vous pouvez pas les éviter, il n'y a qu'une seule route, vous pouvez que passer par là. Et des fois ils se mettent à contrôler de façon comme ça, inopinée, un peu au choix. Et l'argent, ils peuvent raqueter ou ça peut arriver? Alors ouais, ça arrive. Ouais. Moi je me suis fait contrôler à plusieurs reprises. J'ai une fois été en tort, j'étais au téléphone sur l'avenue Benito Juárez, c'est une avenue perpendiculaire à la mer, à quelques minutes d'ici. Et je me suis fait contrôler, j'étais en tort, j'ai pris une amende, un ticket, ils ont gardé mon permis, j'ai été au transito, donc au commissariat, j'ai échangé mon billet contre mon permis et j'ai payé, l'amende était à, il me semble, si je dis pas de bêtises, à 1600 pesos pour le téléphone. Ça fait combien en euros ça? 1600 pesos, ça fait un peu moins entre 80 et 90 euros. Ah oui, pour le téléphone? À peu près, ouais. Mais il y a un truc où si tu payes dans les 5 jours, tu as 50% de remise sur l'amende. Donc t'as une remise si tu payes dans les 5 jours. Donc j'ai attendu un peu parce que j'ai attendu un peu parce que mon permis n'était toujours pas là. Je m'étais fait arrêter par les motards qui m'avaient dit que mon permis serait dans 30 minutes à cet endroit-là et tout. Et au final, j'ai payé, j'ai attendu un peu, j'ai payé l'amende donc vu dans les 800 pesos, donc autour de 40 euros. 40 euros au lieu de 80. Et au lieu de 80. Et c'est légal, c'est marqué, c'est affiché là-bas, j'ai payé, j'ai eu un reçu de paiement. Et voilà, donc après, bon, voilà, j'ai des amis ici, j'en ai pas mal, des connaissances et tout. Si vous êtes ici, il faut payer. Ouais, voilà, si vous payez, faut payer rapidement. De toute façon, ils gardent votre permis. Après, sinon, il y a la solution parallèle. Donc là, on est sur de la corruption, hein, ni plus ni moins, hein, ça porte pas d'autre nom. Où le gars, il essaye de vous faire comprendre comme il peut que si vous payez sur place directement, vous êtes tranquille, quoi. Ouais. Et moi, en l'occurrence, ce jour-là, vraiment, je n'avais pas d'argent sur moi. Ouais. J'ai pas tenté. Mais moi, comme je t'ai dit, j'ai pas été confronté moi-même directement. J'ai jamais donné d'argent. J'ai eu un contrôle. Il y a quelques jours, là, je revenais de Mérida avec la voiture pleine de décorations, parce que ma femme et moi, on est dans la décoration d'intérieur. Et tous les liens de la description. Ouais, merci. Les décorations, on en reparlera après, ça marche. Et donc j'avais la nouvelle voiture que j'ai achetée à Mérida, avec donc pleine de décorations. Je me suis fait contrôler. Le policier m'a accueilli avec un très grand sourire, avec des dents en argent. Ça c'est assez marquant. Plein de dents en argent. Et au final, salut. Ah, t'es pas cool, toi. Et donc, au final, j'ai pas... l'extorsion de tous les clients qui... Ouais. C'est ça. Et au final, très cool. Il m'a demandé d'ouvrir les vitres à l'arrière qui étaient teintées du 4x4. J'ai ouvert les vitres, il a regardé à travers, il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit c'est de la décoration, c'est mon métier et tout. Ok, pas de souci. Tu peux m'ouvrir le coffre. J'ai ouvert le coffre. Il m'a dit la valise. Alors, on l'a sorti. J'ai ouvert la valise. J'ai bougé les trucs. Il a regardé brièvement sans vraiment fouiller dedans. Et il m'a dit, ok, c'est bon, je l'ai fermé, il m'a aidé à la remettre dans la voiture et je suis rentré chez moi et tout s'est bien passé. Donc moi, je n'ai pas été victime ici en 9 mois d'extorsion en tout cas ou de corruption, on m'a pas soudoyé et tout. Après, c'est vrai que dans ma situation, hormis le cas où j'avais le téléphone au volant, toutes les fois où je me suis fait arrêter, à peu près une dizaine de fois,
je n'étais pas en situation où vous pouvez me réclamer quoi que ce soit. Voilà. Si après vous êtes dans l'illégalité, vous êtes pris sans ceinture ou un excès de vitesse ou un accident et tout, ce genre de choses-là, bon là après c'est différent. C'est différent. J'ai souvent entendu ce genre de problème où ils vont réclamer de l'argent, c'était plus dans le milieu de la nuit, si tu sors que tu es bourré ou que tu es tout seul, tu marches tard le soir, tu es un peu éméché, etc. J'avais plus entendu ce genre d'histoire le soir que la journée. Ouais, j'ai entendu aussi pas mal d'histoires de ce côté-là. Après, c'est vrai que le milieu de la nuit, c'est un milieu qui me concerne pas du tout. En bon père de famille, je suis chez moi avant 22h. Non, je dis pas que ceux qui sont qui sortent après 22h sont pas des bons pères de famille. Juste que moi, voilà, la nuit, ça fait bien plus de 15 ans que ça m'intéresse plus. Donc, je ne sors pas le soir, hormis en famille sur la Quinta. Sinon, j'évite les sorties nocturnes. Je bois pas, je me drogue pas, donc ça me concerne pas trop. Donc ici, c'est safe alors. Ouais. Ici, c'est safe. Vraiment, si vous venez en vacances ici. C'est une destination que je conseille parce que on se sent vraiment en sécurité. N'écoutez pas tout ce qu'on peut dire. La zone ici, la Riviera Maya, est vraiment très sûre. Il y a certaines routes, du moins on va dire entre Bacalar et Mérida, qui sont longues, où vous passez à travers des tout petits villages qui n'ont pas vraiment de choses à proposer hormis aux locaux, mais c'est pas pour autant, je l'ai fait cette route avec mes enfants en 2022 parce qu'on avait une association qui s'appelle Mets des paillettes dans ma vie en France, et cette association a financé un foyer d'accueil à Técache. Donc c'est un petit village qui se situe à peu près 1h30 au sud de Mérida, et donc on a été au foyer d'accueil remettre des cadeaux. On avait la voiture pleine de cadeaux, d'argent. On a fait énormément de courses sur place pour eux. Elle existe toujours cette association? Et oui, l'association existe. Enfin, l'association n'existe plus parce que vu qu'on est venu s'installer ici de façon définitive, à la base, on a pris le chemin de fermer l'association loi 1901 en France. Mais par contre, on a gardé contact avec le foyer d'accueil qui s'appelle la Casa Kim à Técache. Et très bien, si jamais vous voulez faire des dons. Ouais, la Casa Kim à Técache, même si dans le cadre de votre séjour, vous voulez passer faire un saut là-bas. C'est un petit détour d'une trentaine de minutes sur le chemin entre Bacalar et Mérida, et c'est vraiment sympa. Ils seront ravis de vous accueillir. Le lendemain, on est revenu sur place déjeuner avec eux. On a acheté de quoi prendre le petit déjeuner. C'était vraiment des moments fabuleux. On a plein de photos. On s'en souvient encore comme si c'était hier, quoi. C'était très émouvant, très émouvant de venir en aide à des enfants placés. Donc c'est un foyer d'accueil, c'est pas un orphelinat. Donc c'est les enfants qui sont placés parce que parents malheureusement violents, enfants qui ont été victimes de viols des fois, des parents alcooliques, donc ou des parents séparés, mais impossibilité de pouvoir placer l'enfant dans un foyer ou dans l'autre. Donc c'est là-bas pour eux un beau refuge. On a participé, nous et des proches en France, des gens qui ont soutenu l'association aussi, et voilà, c'était vraiment sympa à faire. Donc ces routes-là, elles peuvent un peu paraître comme ça, faire peur un peu. Là, le trajet Bacalar-Mérida, il y a vraiment pas grand-chose à faire, mais c'est safe. En fait, c'est safe. La Riviera Maya, au vu du fait qu'elle reçoit plusieurs millions de touristes chaque année, se doit d'être un endroit safe pour les touristes du monde. Du coup, les côtés positifs ici. Les côtés positifs. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici, le Mexique? Pourquoi tu recommanderais par exemple aux touristes, aux gens de venir en vacances ou de venir s'expatrier? Déjà la température. C'est assez constant toute l'année. On va tomber en minimal à 18-19 degrés. En maximal, on dépasse la trentaine de degrés, avec un taux d'humidité qui peut être élevé on va dire de mai à septembre environ. Et il y a une saison des pluies, mais que je n'ai pas vue en tout cas cette année. Il a plu quelques jours, mais j'ai passé 8 ans au Pays Basque. Donc pour moi, la pluie, c'est quelque chose que je connais bien. Et ici, il a vraiment pas beaucoup plu. Là, actuellement, on est vraiment, je pense, dans la meilleure des saisons. Là, on a des matinales à 19-20. C'est très agréable et on a des journées entre 24 et 30 degrés comme aujourd'hui. Et c'est vraiment très agréable. Donc point numéro 1, déjà, la saison. Qui est vraiment super agréable. Numéro 2, les cénotes. Je suis un amoureux des cénotes, un amoureux de la faune et de la flore en général. Mais les cénotes qui sont ces piscines naturelles dans la jungle, au beau milieu de la jungle. Donc là, vous faites quelques mètres, vous marchez à pied et boum, vous atterrissez sur un trou d'eau
plus ou moins bleu selon sa profondeur, selon l'ensoleillement, selon l'heure de la journée et tout. Et il y en a plusieurs milliers ici dans la zone. Et ça, c'est le deuxième point pour lequel je conseillerais autant l'expatriation ou le voyage même simplement. Et après, pour le voyage, bah, on a tous les sites archéologiques sur place. Si on aime l'histoire, si on aime la culture en général. Moi, je suis passionné de la culture maya. Ça m'a toujours fasciné depuis petit. Et le fait d'aller voir Chichen Itza, Koba, des sites comme ça, c'est incroyable. Récemment, j'ai été à Mérida, j'apprends encore sur l'histoire des colonisateurs, de tout ce qui s'est passé depuis 1500 à notre ère actuelle encore. Donc tous ces vestiges qu'on a encore retrouvés récemment, cette jungle, au numéro 3, la jungle. Je suis aussi fasciné par la faune qui la compose, la flore qui la compose également. Et les animaux, on peut en croiser ici, des coatis, des iguanes par milliers. Et j'ai des pancartes de jaguars. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des pancartes de jaguars. Alors c'est leur territoire ici. Les jaguars sont, on l'appelle Balam en maya, et c'est un symbole de la culture maya, le jaguar. Il y a des jaguars sur le Quintana Roo. De jaguar, du coup, ouais. Il fait partie de la culture. C'est un animal sacré ici dans la culture maya. Et on voit donc sur le bord de la carretera effectivement des panneaux de jaguars. Nous sommes coupables de ce qui leur arrive, dans le sens où c'est les nombreuses constructions, les projets qui ne font que piquer une partie de leur territoire, qui vont malheureusement les pousser à se déplacer pour chercher leur nourriture et simplement pour fuir la menace. Et il leur arrive de traverser la carretera, et donc ces panneaux justement le long de la carretera permettent aux automobilistes de rappeler qu'en pleine nuit ils peuvent croiser des jaguars, et donc il faut veiller à faire très attention à ne pas avoir un accident avec un jaguar. D'ailleurs, c'est fortement puni par la loi mexicaine de plusieurs années d'emprisonnement et une amende de plusieurs milliers de dollars. Ouais. Si tu tues un jaguar. Et alors accidentellement, la peine de prison, je crois qu'elle n'est pas applicable si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a une amende quand même. Ouais. Et récemment, c'est arrivé. On n'a pas retrouvé le coupable de l'accident. Par contre, une fois qu'il a été signalé le corps sur place, la police est arrivée sur les lieux et ils n'ont pas trouvé le corps. Et ils l'ont retrouvé quelques minutes plus tard dans un pick-up. Et donc ces gens-là ont été condamnés parce que c'est aussi interdit de récupérer le corps du jaguar. Ouais. Donc pareil, c'est des choses comme ça. Ouais. Et les points, c'est les points. La facilité de vie. Non, merci. La facilité de vivre ici, de s'installer ici, les rencontres, parce que ici tu rencontres aussi beaucoup d'étrangers. Ouais. Donc l'étranger qui est pas en terrain conquis, on va dire, c'est super facile d'aller à sa rencontre. Et toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Et tout ça. Et on se reconnaît aussi dans la rue. On reconnaît les Américains, les Canadiens, les Européens. Et donc c'est des échanges comme ça. Pour ma part, assez de façon hebdomadaire. Toutes les semaines, je rencontre des gens. Et c'est vrai qu'on va aller plus facilement vers des étrangers que vers des Mexicains dans une zone touristique comme Playa del Carmen. Je vous coupe 2 petites secondes pour vous dire de penser à liker et à vous abonner. Donc ça m'aide énormément pour l'algorithme, pour les prochaines vidéos aussi. Et on retourne tout de suite auprès de Salim. Par rapport par exemple à l'expatriation, pour quand tu veux venir en famille, quel serait le budget ici pour vivre convenablement? Pour par exemple faire des restaurants, pour faire des excursions, payer le loyer, faire ses courses. Combien tu penses que moi, je vais en moyenne pour un budget? Je vais parler de ce que je connais. Donc je parle de ma situation. Il faut savoir que moi j'ai choisi de vivre. Donc c'est vraiment une histoire de choix. La somme mensuelle est vraiment variable. Dans le sens où moi j'ai choisi de vivre dans une privada. Donc une privada, c'est un fraccionamento, donc c'est une résidence toute fermée avec une caseta, donc une petite maison de sécurité à l'entrée, des grandes piscines, un tout petit jardin, mais ça nous permet vraiment, on va dire, de vivre, de laisser les enfants jouer en toute sécurité, sans se soucier de une voiture sur la route qui va passer vite, un ballon qui atterrit sur la route ou ce genre de choses là. Donc là, on avait un loyer ici à 20 000 pesos environ, donc ce qui fait à peu près dans les 1100 euros. Pour ça, on a une maison avec donc salon, salle à manger, cuisine. On a 4 chambres, 3 salles de bain.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Plus un toilette d'invité. Ouais, plus un toilette d'invité. On est à 5 minutes de la mer. Donc on est près de Punta Esmeralda, qui est pour moi une de mes plages favorites ici, avec un cénote sur la plage, qui est vraiment incroyable. Donc on est vraiment à 5 minutes. Il y a un parking, nous on y va à pied, mais il y a un parking sur place. Et vraiment, c'est déjà le gros du budget, c'est ça. Voilà. Après, vous pouvez loger un peu plus éloigné dans Playa del Carmen. Pour 500, 600 euros, on peut trouver des maisons avec moins de chambres. Mais moi, c'est vrai que des maisons avec 4 chambres, c'est quand même assez rare ici. Les Mexicains ont plus 2, 3 chambres pour des maisons. J'ai choisi quand même de vivre un petit peu plus loin du centre. Voilà, il y a des gens qui préfèrent vivre vraiment dans le centre, avoir tout à pied. C'est pas mon cas. Je suis en privada. Si je veux aller faire quelques courses, la voiture ou le 2 roues est impératif. Vraiment. Pas non plus trop éloigné. Non, pas non plus trop éloigné. Je suis à une dizaine de minutes du centre. Voilà, en voiture. Là, cette fois-ci. Voilà. Donc ça, c'est le gros du budget. On va être à peu près à 1000 euros pour se loger. Et après, je pense que en nourriture et restaurant, on va être, un petit peu en dessous de 1000 euros, nous, dans notre cas. À savoir que la viande qu'on achète, on la paye un peu plus cher que la viande qu'on peut trouver dans les quartiers comme Colosio et tout. Nous, on a fait ce choix-là. Après, c'est vraiment, si on veut vivre vraiment, comme on dit, à la mexicaine, manger dans des petits restaurants, les petits fast-food de quartier et tout, on peut vraiment s'en sortir pour pas cher. Nous, on a choisi d'acheter nos courses, de se faire livrer nos courses d'ailleurs d'un supermarché ici que tout le monde connaît, chez Raoui. On achète certains produits qui sont européens parce qu'on a des enfants, c'est pas toujours facile. Donc voilà, on va dire qu'à à peu près 1000 euros, restaurant. On se fait un restaurant par semaine avec les enfants ou une sortie au Palacio municipal où il y a un marché tous les vendredis soirs, samedi soir, dimanche soir. Donc ça, c'est notre petite sortie familiale du vendredi soir. Et on mange sur le marché, donc on a les petits food trucks, les petits stands comme ça locaux, et on en raffole. Ouais, c'est vraiment un beau moment, c'est pas très cher. Et c'est bon, qu'est-ce qu'ils proposent? Ouais, c'est très bon. Alors t'as un peu tout, t'as de la cuisine mexicaine, de la cuisine colombienne, vénézuélienne, t'as vraiment un petit peu de tout, tu choisis. Nous on prend des arepas colombiens généralement, avec des huaraches mexicaines. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est une tortilla allongée avec de la salade, du queso de crema, tu peux mettre du poulet, du bœuf dessus et tout. Nous généralement on est sur le fromage. Après on prend également les empanadas, donc très célèbres, les tacos pareil pliés, les tortillas pardon pliées avec du queso à l'intérieur, avec du fromage à l'intérieur. On en prend plusieurs. Des eaux aussi, les eaux avec les saveurs. Donc agua des pépino et limone, ça c'est ma favorite. L'eau de concombre avec le citron, ça c'est mon spécialité ici, hein. Jugo verde. Ouais, exactement. Le Jamaïca aussi, le Jamaïca, alors si vous êtes déjà venu au Mexique, vous savez ce que c'est. Ils le font en Afrique aussi. Ils le font en Afrique, on appelle ça le bissap. Le bissap en Afrique, ça, ouais. C'est pareil, c'est de la fleur d'hibiscus. C'est de l'eau faite à base de fleurs d'hibiscus. Et c'est vraiment bon. Après, c'est très sucré. Et ici, généralement, on va utiliser des sirops, principalement, que ce soit sur les marchés, rapides à faire et rentables. On utilise des sirops. Mais c'est notre sortie un peu. Et après, les sorties, les excursions, c'est vrai qu'on les a beaucoup faites quand on était en vacances. Ouais. Une fois qu'on est installé ici, qu'on travaille, c'est un peu plus compliqué. Mais pour en revenir au budget, je pense que sincèrement, à 2500, 3000 euros pour une famille avec 3 enfants, avec une scolarité en ligne, ce qui est notre cas à nous avec le CNED, on s'en sort très bien. Voilà, on s'en sort très bien. Après, si votre budget est plus élevé, vous pouvez envisager de vous rapprocher du centre. Playa Car par exemple, où vous pouvez avoir des maisons, automatiquement le budget est doublé. En termes de location, on est plus à 2000 euros par mois environ de location. Mais vous avez, à proximité, vous avez vraiment pas mal de choses. Playa Car, c'est une mini-ville dans la ville de Playa del Carmen. Donc vous avez à l'intérieur des petits commerces, tout ça et tout. Un service de taxi, transport et tout. Donc non, c'est vraiment sympa. Le budget, je pense que minimum pour 3 enfants, on va être avec ce type de maison-là en privada à peu près à 2500 euros par mois. Okay. Más o menos, comme ils disent. Más o menos, plus ou moins. Plus ou moins. Ok, super. Merci pour cette réponse. Du coup, les aspects négatifs ici. Qu'est-ce que tu aimes moins au Mexique depuis que tu es installé ici?
Alors déjà, le premier point, on va dire que c'est pas ce que j'aime le moins, on va dire que c'est ce qui me manque le plus. C'est vrai que quand on est français, qu'on a été habitué à manger français ou à manger en France, à Paris ou en banlieue parisienne ou même les autres, c'est assez difficile un peu au début de s'adapter. Bon, soit, c'est un point qui, de toute façon, c'est l'expatriation passe par ça. Elle passe par l'adaptation. C'est une évidence. Ici, culinairement parlant, c'est très différent. Le guacamole, quand nous on entend culture mexicaine, on pense ouais, guacamole, chili con carne, c'est pas ça. Le guacamole ici, dans le quartier là où je vis, à Colosio, il y en a pas. Vous pouvez acheter les avocats, mais vous ne pouvez pas acheter de guacamole. Même si je suis un amoureux des fruits, des mangues, des bananes, etc. Ouais, culinairement parlant, il y a ce point à prendre en compte. Maintenant, elles ont pris des feuilles. Je me suis posé la question. Enfin, les tamales, je sais pas, on va expliquer ce que c'est que les tamales ou pas. Ouais, c'est comme des espèces de burritos, ouais. Mais en fait c'est cuit dans des feuilles de bananier si je dis pas de bêtises, et c'est cuit sous des cendres. D'accord. Et donc en fait c'est une cuisson assez particulière. Et donc alors les tamales c'est un mélange de légumes un peu locaux, je crois. Je veux pas dire de bêtises. J'en mange rarement. Je mettrai une photo de toute façon pour ouais, j'ai ma deuxième fille qui fait énormément d'allergies alimentaires, et donc c'est vrai que c'est le genre de choses que j'évite, m'arrêter, demander les aliments précis qu'il y a dedans, que j'ai pas envie de manger mon truc en solo et ne pas partager après avec les enfants. Donc pour le coup j'évite. Donc voilà pour les points négatifs, même si je le répète c'est pas vraiment un point négatif. Moi le point négatif, enfin le seul qui m'est tout du moins concerné, c'est vrai que des fois le fait que même s'il y a des lois ici, on peut facilement les contourner, on peut facilement faire un petit peu à sa sauce, comme on dit, et donc cette espèce de laxisme fait que ça peut en quelque sorte te mettre en danger. Moi, je parle de ma situation, c'est toujours pareil, j'ai pas envie de m'étaler ou m'attarder sur la situation des autres, ou les on-dit, ou les histoires des uns ou des autres. Moi, dans mon cas, j'ai eu un moment, j'ai un ami ici qui est restaurateur, et j'ai eu un moment l'envie d'ouvrir un restaurant. Je l'ai régulièrement, il me disait ouais Salim c'est compliqué, la restauration, tu sais les employés, les trucs, les matières premières et tout. Donc je me suis un petit peu renseigné et tout. Et effectivement oui, en matières premières, en termes de matières premières, il faut vraiment faire avec ce que tu as d'un point de vue local. Ouais. Pas chercher à importer des aliments d'Europe et tout, c'est beaucoup trop complexe. Donc j'ai dit bon ok, mais j'ai gardé cette idée-là en tête et je me suis mis à visiter des locaux. Et donc j'ai visité un local sur la CTME qui malheureusement m'est passé sous le nez. J'ai échangé avec un Français qui un temps vendait un restaurant, mais ça ne s'est pas fait. Et j'ai visité il y a peu de temps un restaurant. Donc là je visite seul dans un premier temps parce que je voulais en parler à ma femme, mais après. Je pense que je voulais vraiment que ce soit mon petit bébé, ce projet. Je voulais la greffer à ce projet, mais je voulais que ce soit mon petit bébé, me dire voilà, j'ouvre mon restaurant, je vais faire de la cuisine que j'aime, et j'ai envie que les gens, notamment les Français, retrouvent peut-être certaines saveurs. Et au final, je vais visiter le local, on parle de tout, il y avait un restaurant à cet endroit-là, et le mec me dit, vous avez déjà visité le local? Je dis oui, j'en ai visité 2 ou 3 et tout, mais là celui-là me plaît beaucoup. Il est près de la Carretera, il est grand, il fait 100 mètres carrés, il est bien agencé, et il est presque brut, donc il est peint en blanc, et j'ai tout à faire, donc ça me plaisait beaucoup. Et là, il me parle des loyers, donc il me dit 18 000 pesos. Pour être clair et transparent, 18 000 pesos qui fait 1 000 euros. Ouais. Ok, très bien. Et il me dit, et vous avez à prendre en compte, il me dit voilà, parce que l'ancien locataire, lui, a arrêté, parce qu'en fait, il est américain, mais mexicain d'origine, il a ouvert un restaurant ici. Et il a arrêté parce que on lui a demandé donc ici, ça s'appelle le derecho de piso, le droit de travailler. C'est un peu ça. Donc c'est des gens qui viennent, qui font partie d'organisations ou non, ça dépend, criminelles, clairement, ni plus ni moins, qui viennent vous demander de l'argent pour pouvoir travailler. Voilà. C'est ni plus ni moins, c'est comme ça que ça s'appelle ici. Donc on en parle, les gens n'en parlent pas beaucoup. Généralement, si vous parlez même à des restaurants, ils vous diront pas combien ils payent, mais c'est un peu un sujet tabou. Moi je savais que ça existait, je pensais que ça ne concernait que la Quinta Avenida, la 10,
vraiment le bord de mer, les endroits où on voit qu'il y a du passage, où on voit qu'il y a de l'argent qui est engrangé chaque jour avec les touristes. Mais je pensais pas qu'on me mette ça. Et là, il me dit, le gars a arrêté pour ça, parce qu'au début, on lui demandait 5000, après on lui a demandé 8000 pesos, et donc il a dit non, c'est bon, j'arrête, moi je travaille pas pour ça, tout ça. Et il a mis la clé sous la porte. Et donc le gars me dit, voilà, c'est tout de suite à prendre en compte, quoi. Et je lui dis, ah bon, mais donc dès que je vais commencer mon activité, il me dit, ah non, ils vont vous tomber dessus, c'est sûr et tout. Là, je fais des calculs, je me dis 18 000 pesos de loyer, j'ajoute à ça les factures d'électricité, etc., plus environ 8 000 pesos à donner à quelqu'un, mais sous prétexte de quoi? Une sécurité, mais j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, et là, pour moi, c'était quand tu as grandi en France, et que ça, en France, c'est quasi inexistant, hormis certains lieux branchés parisiens et peut-être à Marseille. Mais pareil, je parle pas de ce que je connais pas, mais pour moi, non, c'était trop. C'était trop, et ça a été un peu, vraiment pour moi, c'est vraiment le seul point négatif. Et ça a été... D'un point de vue business, du coup, si tu ouvrirais une affaire, voilà. C'est problématique, ça. Ouais, une affaire tout du moins visible, physique. Ouais, visible. Donc après, diront ceux qui ont des affaires feront leurs commentaires. Nous dirons s'ils ont dans les commentaires s'ils sont pas touchés par ça. Moi, dans tous les cas, je suis rentré, j'ai expliqué ça à ma femme, elle m'a dit alors le local et tout, je lui ai expliqué ça, et j'ai dit voilà, clairement. Ouais, il a été transparent avec toi aussi. Il a été transparent, c'est un agent IMO, il a été très transparent avec moi, mais voilà, ça a mis un terme aussitôt à mon projet d'ouverture de restaurant et de boutique physique. Je vais continuer à travailler, mais voilà, sur le web, à distance, et en physique, mais en France du coup, parce que on a programmé le retour en France pendant quelques jours maintenant. Voilà. Donc, pour voyager ici, au Mexique, je conseille la destination. C'est vraiment fabuleux. Je vous conseillerais juste de vous faire entourer, de pas hésiter à fouiller sur les forums, à trouver les bons conseils auprès des bonnes personnes, des agences d'excursion. Il y en a de très très bonnes ici, francophones, qui sauront vous aiguiller, qui sauront vous accompagner dans certaines excursions. Il y a plein de choses aussi à faire par vous-même. Il y a de très nombreux cénotes qui sont libres d'accès pour quelques centaines de pesos, voire moins des fois. Donc c'est vraiment une destination que je conseille d'un point de vue touristique. Pour une expatriation, je vous dis, comme tout le monde, hein, venez en vacances ici une fois, 2 fois, 3 fois. Et après voilà, avec des enfants, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je pense qu'ici, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Donc là, j'ai appris. Je ramène avec moi tout mon apprentissage. J'ai gagné des amis, j'ai gagné des frères, j'ai gagné des connaissances, des contacts. Donc je repars plus riche que quand je suis arrivé ici. Les amis, l'interview était un petit peu longue, donc j'ai décidé de la faire en 2 parties. Donc pour cette première partie, c'est fini et on se retrouve dans la prochaine partie avec Salim. À très bientôt les amis.